Une belle transition pour notre sujet suivant, comment la télématique peut bénéficier à l'assurance automobile maintenant et à l'avenir, et nous allons voir comment elle peut bénéficier aux assurances et comment elle peut bénéficier également aux assurés. Pour traiter de ce sujet, je vais inviter Monsieur Éric Petitier-Chaumaille, qui est directeur de clientèle chez Aon. Je voudrais inviter Monsieur Édouard Boinel, responsable développement commercial chez DriveCount, Monsieur Vincent Boyer, président directeur général de Mutuelle Fraternelle d'Assurance, MFA, et Madame Fabienne Zwagmaker, je vais avoir du mal à prononcer ce nom, Zwagmaker. Bienvenue, chère madame. Et je vous en prie, si vous voulez bien vous asseoir. C'est gentil. Comme vous pouvez le voir, on a 40 petites minutes pour traiter d'un sujet complexe. Alors, on parle de télématique. Je vais adresser ma première question à monsieur Éric Petitier. Alors, vous êtes courtier, gros courtier d'assurance. Quand on parle de télématique automobile, on parle de quoi? Si vous pouvez définir ce que c'est, qu'est-ce que ça englobe? Alors, le sujet a été largement défloré déjà par l'intervenant précédent, et donc je vais donner une vision en tout cas plus française, et la France est moins avancée que l'Italie sur le sujet. Le principe de la télématique en assurance automobile, c'est de mettre des capteurs à l'intérieur du véhicule. Et ces capteurs, ils vont fournir de la data. Alors on l'a vu, ils vont fournir de la data sur eh bien, les accélérations, la puissance du freinage, les courbures, les courbes, et puis également des informations sur quand le véhicule est utilisé. C'est une rupture technologique, on l'a vu là, plutôt dans des dimensions sinistres, mais c'est une rupture technologique par rapport à l'assurance traditionnelle et la tarification de l'assurance traditionnelle qui est sur la base des antécédents de sinistres. Je vais très vite également dire que, eh bien, il y a 20 ans, on a commencé par mettre ces capteurs dans des boîtiers. Ces boîtiers, ça a été dit, c'est compliqué, il fallait prendre un rendez-vous, il fallait les installer dans les véhicules, c'était coûteux. Donc il y avait des problèmes de coûts, de logistique. Et puis arrive l'évolution technologique, et aujourd'hui l'outil principal c'est le smartphone qui intègre tous ces capteurs et avec un petit boîtier réduit qui peut permettre les transmissions. L'avenir, c'est sans doute la voiture qui peut avoir tous ces capteurs. Alors l'avenir ou pas l'avenir, parce que ça pose un certain nombre de questions. Parce que chaque constructeur peut avoir ses normes, ses indicateurs, et donc c'est la manière dont il faut qu'on se projette et qu'on regarde si c'est bien l'avenir ou s'il faut maintenir une maîtrise par les smartphones ou autres petits boîtiers. Merci, cher Éric. Alors, monsieur Vincent Boyer, à qui est-ce que ça profite? À qui est-ce que ça bénéficie? Comment ça bénéficie aux assureurs? Et nous allons avoir également le point de vue d'un équipementier, quelqu'un qui propose des solutions, mais comment est-ce que ça bénéficie à l'assureur? Merci. La première attente, évidemment, pour les assureurs et pour les assurés, c'est un bénéfice sur la prime. Et c'est un élément qui est très important parce qu'en fait, si votre prime est très proche de votre coût sinistre annuel, la marge de manœuvre est très réduite. En France, le nombre d'assureurs automobiles est assez réduit. Les primes sont plutôt d'un niveau bas. Donc, quand on est dans une bonne année, on va avoir un ratio technique qui va être très proche des 100%, 99, 98%. Et quand vous êtes dans une mauvaise année, vous êtes à 102, 103, 104%. Du coup, la marge de manœuvre pour les assureurs est très réduite en France sur ce type de technologie, puisque ce qui est attendu avant tout, c'est une baisse de la prime, parce qu'il y a une baisse de la sinistralité qui serait au rendez-vous. Voilà pour cette première partie introductive. Peut-être passer sur... Oui, monsieur Édouard Boinel, voilà, en tant que vous proposez des solutions, comment est-ce que ça peut bénéficier aux assurés déjà et aux assurances, bien évidemment? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, de notre côté, nous fournissons des solutions télématiques smartphone sur différents marchés. Nous, ce qu'on voit côté assureur, donc dans un premier temps, c'est une valeur donc côté souscription, donc évidemment, donc ça a été répété à plusieurs reprises dans les autres interventions.
Il y a de la donnée qui est disponible de manière abondante, dynamique. Voilà, on peut collecter des informations sur les accélérations, sur les freinages, sur l'utilisation du smartphone au volant, qui est une source d'accidents notable aujourd'hui. Donc ce sont des informations ou des statistiques également agrégées, voilà, le taux de conduite en phase de nuit, sous la pluie, ce genre de choses dans des zones géographiques. Voilà. Toutes ces données sont rendues disponibles aujourd'hui à l'assureur et donc peuvent l'aider effectivement à mieux connaître, à mieux estimer le risque de son portefeuille. Il y a une dimension, ce qu'on voit également dans les échanges, côté sélection positive grâce à ce type de technologie. On va attirer naturellement aussi des bons risques, en fait, quand on déploie ce genre de technologie. Donc ça, c'est plutôt sur la partie vraiment souscription, estimation du risque. Il y a un côté vraiment prévention, qu'on met d'ailleurs beaucoup en avant chez DriveCant avec nos clients. Donc il y a une dimension prime, tarification, mais il y a aussi essayer, grâce à toute cette donnée, cette abondance, de cibler. Et donc on voit très bien que pour faire de la prévention, on va maintenant pouvoir le faire à large échelle avec tous ces dispositifs. On va voir qui sont les bons risques, qui est en mesure de progresser. Et donc on va pouvoir adresser les messages de prévention à plus grande échelle et de manière mieux ciblée auprès de tous ces risques. Il y a également, au-delà donc, de la partie prévention, une dimension gestion des sinistres. Donc effectivement, ça a très bien été relaté dans l'intervention précédente. Abondance de données pour reconstruire des accidents ou faire simplement même un matching entre ce qui est déclaré par l'assuré et ce qui est effectivement remonté comme données d'accident. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes pour l'assureur. Et donc, une prise de décision améliorée, empowered by data, et également la possibilité d'optimiser la chaîne de traitement. Est-ce qu'il y a nécessité d'envoyer un expert sur l'accident, etc. Donc on raccourcit le process. Dernière chose, côté assureur, il y a également une fidélisation, communication et une dimension RSE qui est très importante. Nous, ce qu'on voit côté smartphone, c'est qu'il est très facile de déployer, d'augmenter les touchpoints grâce à cette interaction qui existe avec le transfert de données, le feedback aux utilisateurs et la mise à disposition auprès de l'assureur, donc au travers de la prévention, du coaching des messages, pour générer des récompenses, donc faire du reward, susciter de l'engagement auprès de l'assuré et le récompenser, faire vraiment de la fidélisation et changer le paradigme de relation en fait entre l'assuré et entre l'assurance et son client. Et donc, côté RSE, c'est intéressant aussi, on voit qu'il y a des assureurs qui se saisissent de ces sujets. L'assurance a un impact sur la mobilité. Voilà. Sans assurance, il n'y a pas de déplacement, donc il y a un impact CO2. Et aujourd'hui, avec des dispositifs d'incitation à l'éco-conduite, l'assureur est légitime pour prendre une position et dire, voilà, cher assuré, grâce aux données qu'on collecte, eh bien, on peut vous inciter à réduire votre consommation, vos émissions, et nous, en tant qu'assureur, démontrer un réel impact sans faire du greenwashing sur nos produits d'assurance qui sont incentivés sur le CO2. Donc tout ça, c'est sur l'assurance. Après, je ne sais pas si mes collègues veulent réagir dès maintenant, mais on peut aborder aussi la partie assurée. Oui, tout à fait, je vous en prie. Oui. Côté assuré, finalement, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Prime, évidemment, on peut avoir une prime personnalisée. L'aspect coaching, c'est, comme je le disais, intéressant, donc CO2, réduction de la consommation de carburant, c'est un gros point dans l'actualité, effectivement. Et aussi sur l'aspect protection de la famille. Donc quand on est parent, qu'on a son enfant qui commence à conduire, c'est intéressant que son assureur mette à disposition une solution de coaching pour rassurer également. L'assistance, donc détection des accidents pour le dispatch d'assistance automatisée, typiquement, et tout le système côté assuré de récompense, d'incitation
sur les bonnes pratiques également. Vincent, s'il vous plaît, vous dirigez une mutuelle, donc quels sont les avantages que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez donner en complément d'informations? Je pense qu'on va rejoindre tout ce qui s'est dit, et y compris par le keynote speaker précédent. Il y a évidemment sur la partie souscription, bon, les assureurs ne sont pas démunis, ils ont déjà un ensemble de données qui sont cohérentes, des coûts moyens, des fréquences, ils connaissent leur population, ils ont créé des segmentations. Ce système-là peut améliorer, peut ajouter des éléments, mais je ne suis pas certain que ça le révolutionne. Sur la partie sinistre, pardon, il y a un aspect qui est important, excusez-moi, c'est surtout le côté réglementaire. On l'a vu avec l'intervenant précédent, c'est dans quelle mesure ce système est reconnu, dans quelle mesure vis-à-vis du système français, ça peut rentrer en opposition avec un constat, quelle est la légitimité de ce type de mesures, est-ce qu'elles sont complètes, est-ce qu'elles ne le sont pas? Donc c'est des questions qui sont très fines et qui vont devoir bouger. La partie réglementaire évolue, en tout cas en France, toujours plus difficilement que la partie technologique. La technologie prend un temps d'avance et ensuite on fait avancer la réglementation. Et les assureurs sont un peu confrontés à ce dilemme-là. Côté fraude, si le système est obligatoire, c'est à peu près évident que personne ne va essayer de le désinstaller ou de le contourner. S'il est optionnel, on tombe immédiatement sur les questions. Est-ce qu'il est acceptable, accepté, etc. Enfin, je rejoins tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a aussi une énorme valeur ajoutée sur la partie infrastructure. Connaître les points de vigilance dans les villes, les communes, les régions, améliorer les systèmes peut se faire en agglomérant de la donnée individuelle à un métaniveau. Et je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, la partie prévention est très importante et la partie a posteriori aussi qui permet de rejouer des choses est aussi importante sur ce point-là. Vous me donnez l'opportunité de donner la parole à Madame Fabienne, conseillère principale en politique au département Affaires publiques Insurance Europe, c'est la Fédération européenne d'assurance. Alors vous comprenez parfaitement le français, mais vous préférez vous exprimer en anglais. Et thank you for being here. So, as you know, we've been speaking about the acceptability from the legal system of all this data information. So why is in-vehicle data so important for insurers? Thank you, yes. So I believe my fellow panelists and also the previous speakers have very clearly explained how much data is empowering insurers to improve their services, their products, to combat fraud. So that's in itself the why. At Insurance Europe, we tend to look at the bigger picture, and what we very clearly see is that the availability of data really opens up new avenues for insurers to contribute to key societal objectives, big political objectives. Road safety is, of course, one, but also sustainability and the safe deployment of new technologies in the automotive sector. So taking these 3 points very quickly, road safety, well, after the presentation of the Italian case, I think we don't need much explanation. And if you combine, well, if that already is the impact of pay-as-you-drive policies, imagine indeed how pay-how-you-drive policies can contribute to road safety. We've been lobbying for a legislative initiative because we think that insurers can do even more if they had access to the direct access to the data generated by vehicles. They could have information on, let's say, the situation of the tires, of the extent to which the oil needs to be refilled, and obviously these are all factors, especially when it comes to level 2 systems, that would be very valuable for insurers and to help them contribute to road safety. When it comes to sustainability, there are two very clear angles. Obviously, there's the mitigation point. Through the pay-how-you-drive policies and whatnot, insurers can really incentivize drivers to drive more carefully, more safely, thereby also reducing their emissions. If you drive well, you emit less. But there's also a prevention, let's say even climate adaptation angle, if you wish, because through
location, on the basis of location data, insurers can send early warnings to their policyholders, to the drivers. If there's an extreme weather event, extreme hail expected, or even a flood, they can alert their driver and advise him or her to move the car somewhere else so that they can avoid the damage. And finally, and that's obviously a key point for the sector, insurers help with the deployment, the safe deployment of automated and connected vehicles. And obviously the sector is not the business of setting safety requirements or standards, but it's clear that for these cars to go on the road, they need insurance. And without the data, it's impossible, or very challenging at least, to develop insurance solutions for those cars. It would also allow insurers to understand better the circumstances of an accident, and to help them validate claims more promptly. And obviously this goes hand in hand with increased public acceptance and public trust in these technologies, which is, as we know, not necessarily a given. Thank you very much, Fabienne, and we'll get to you later for more questions for sure. Vincent, alors est-ce que vous pouvez nous parler d'expériences concrètes, comment ça a été appliqué, quels ont été les résultats, et puis j'aimerais également votre avis sur le même sujet, je vous en prie. Alors, merci. En 2018, on s'est interrogé sur une technologie qui visait à embarquer une caméra et des capteurs dans des véhicules. Notre mutuelle est essentiellement centrée sur du professionnel de la route, sur du taxi. On assure plus de 20 000 risques en France sur ce panel-là. Et donc, on estimait que sur un titre préventif, ça pouvait être intéressant pour le chauffeur d'être équipé. En pratique, l'expérimentation, enfin le cas d'usage qu'on avait imaginé s'est avéré inefficace pour plusieurs raisons. La première, c'est que le chauffeur est déjà multi-équipé. Il a sur son périmètre immédiat une tablette pour ses courses qui lui sont fournies par la radio. Il a sur son périmètre immédiat 2 téléphones portables. Il a un compteur, etc., etc. Rajouter un élément sur le tableau de bord était quelque chose de difficile pour eux. Ensuite, dans le cas d'usage, on imaginait pouvoir l'alerter sur des dangers immédiats. Attention, il y a un véhicule que tu n'as pas détecté, etc., etc. On s'est aperçu d'une chose, c'est que la tension que ces populations ont lorsqu'ils conduisent leur véhicule est telle qu'à la fin d'une journée, ils sont épuisés, ne serait-ce que par le stress qui est généré par la route. Rajouter à ça un bruit qui les alerterait sur un événement qu'ils ont déjà vu est quelque chose qui finalement pour eux est assez insupportable. L'idée même, c'est inutile pour eux dans 95% des cas et utile dans 5% des cas. Ils ne veulent pas être pollués dans 95% des cas. Ensuite, Paris, pour ne citer qu'elle, est une ville extraordinaire à bien des égards, mais néanmoins, il y a des piétons, des trottinettes, des vélos, des voitures et des travaux. Et donc le système, concrètement, se serait mis encore une fois, à détecter beaucoup de choses. Donc il y a un côté qui est, pour eux, inutile, voire même stressant. Ça génère du stress. L'autre chose qui nous est remontée, c'est qu'évidemment, la première chose sur laquelle on est attendu, c'est la gestion d'un sinistre. Et dans ce cadre figure-là, un taxi, lorsqu'il ne travaille pas, il est piéton, il n'a pas de recette, et donc, entre guillemets, il n'a rien pour manger. Donc de ce fait, même si vous leur améliorez la prévention, la première chose qui les intéresse, c'est combien de temps pour mon expertise, combien de délai pour ma pièce de garage, et grosso modo, le message qui nous remonte, c'est mettez toute l'énergie sur ça, parce que c'est sur ça que je vais vous juger. De toute façon, je vais avoir au moins un sinistre dans l'année. Donc il s'est avéré que cette population à laquelle on pensait n'était pas forcément la plus adaptée, et nous, c'est un peu notre cœur de métier historique. Enfin, dernier point, on pensait que ça pouvait avoir de l'intérêt et du sens en termes de sinistralité. Et on s'est aperçu que les équipements dans les grandes villes sont déjà tels, les caméras qui sont positionnées sont telles qu'en cas de sinistre d'intensité vraiment majeur, où il y a une discussion profonde, etc., un gros corporel, ben évidemment, ça fait sens que de demander ces vidéos. Et donc une vidéo embarquée, elle, n'a qu'une vision, entre guillemets, partielle
de cette réalité du sinistre. J'ajoute un dernier point qui a été très bien dit aussi par les uns et les autres, c'est que notre population, réglementairement, est obligée de changer son véhicule tous les 5 ans. Donc au final, le véhicule qu'il récupère est toujours un véhicule équipé, souvent haut de gamme, parce que c'est quand même son outil de travail. Et donc on a déjà dans le véhicule, pour la partie prévention, un ensemble de systèmes qui équipent le véhicule. Enfin, le chauffeur s'est toujours posé la question suivante, c'est si jamais on doit me positionner ce type d'outil dans mon véhicule, quelle en est sa pérennité et quel en est le coût? Et donc, la conclusion a été que la pérennité de ce type d'outils, alors à l'époque, ce n'était pas sur du téléphone portable, maintenant ça a considérablement évolué, matérialisait le fait qu'il risquait de devenir obsolète technologiquement beaucoup plus rapidement qu'une voiture, qui, elle, pourra être mise à jour. Et donc, que ce soit un individu, un artisan, ou que ce soit une flotte, aucun vraiment de nos intervenants n'a été moteur pour essayer ce type de technologie. Donc, il y a une espèce de mise en garde ou de point d'intérêt. Il faut vraiment faire attention à la population à laquelle on s'adresse, à son portefeuille, parce que ce système n'est pas l'alpha et l'oméga de toute notre gestion assurantielle. Eric, sur la même question, s'il vous plaît, quelques applications concrètes. Oui, alors effectivement, côté E.ON, nous avons accompagné en fait 2 expérimentations dont je vais vous faire le retour. Sur 2 niches relativement compliquées à assurer, qui sont les jeunes conducteurs et les camions de transport de marchandises. Alors pourquoi ces niches? Parce que c'est des environnements où la souscription n'est pas forcément évidente, beaucoup de gens sont refusés, et donc beaucoup de clients cherchent à prendre de l'assurance. Et deuxièmement, le niveau de prime permet d'introduire finalement un nouveau partenaire dans la chaîne de valeur, qui est le fournisseur du boîtier. Sur les jeunes conducteurs, l'expérimentation de boîtier a été accompagnée d'un profilage a priori au moment de la souscription, profilage psychologique en fait, et donc les gens qui réalisaient le questionnaire sortaient en 3 catégories en fait. Les potentiels bons qui n'avaient pas nécessairement besoin d'un boîtier, les moyens avec un boîtier ou qui pouvaient être souscrits avec un boîtier, et ceux qui étaient écartés dès le début. Au bout de 2 ans d'expérimentation, la réalité, c'est que si on oppose le segment qui n'avait pas de boîtier et celui qui a un boîtier, la fréquence n'est pas réellement différente. Alors peut-être que c'était une bonne nouvelle parce que ça veut dire que des gens identifiés comme potentiellement moins bons, ils ont eu la même fréquence que ceux qui étaient identifiés au départ comme meilleurs. Mais la valeur n'est pas probante, en tout cas sur la première année d'assurance, dans ce contexte-là, évidemment. Et l'autre caractéristique de cette expérimentation, c'est que le coût du boîtier a été en quelque sorte offert par l'assureur, qui a priori dit que le boîtier allait faire baisser la sinistralité. Je reviens à ce que disait Vincent tout à l'heure sur l'équilibre du marché. Et donc, puisque a priori la sinistralité allait baisser, les résultats seraient bons, et donc on pouvait baisser la prime, et donc on peut offrir le boîtier. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça, puisqu'en fait la sinistralité a été relativement normale pour des jeunes conducteurs. Et ça a conduit à l'arrêt de l'expérience. La deuxième, qui est également intéressante, c'est sur du transport de marchandises, donc des camions, des flottes de camions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que assurer des flottes de camions, c'est pas un long fleuve tranquille. Clairement, il faut, cette fois-ci, on s'adresse à des entreprises. Le client, c'est une entreprise qui lui-même a des salariés qui vont être les chauffeurs qui vont conduire et qui ont des niveaux
d'exigences en termes de sécurité qui ne sont pas les mêmes les uns et les autres. Et en fait, tout l'apprentissage, au-delà de l'aspect technique, a été, pour le courtier grossiste, tout l'apprentissage a été sur adapter sa démarche commerciale, hein, c'est-à-dire bien mettre en avant cette démarche de prévention dès le début de la démarche commerciale, cibler les clients qui ne peuvent pas être à la fois des entreprises où tout va déjà très bien parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter le boîtier, ni des entreprises où tout va très mal et où tout le monde s'en fout de la sécurité routière parce que c'est déjà un peu irrécupérable. Et donc il fallait cibler au milieu des gens sur lesquels il y avait un potentiel d'amélioration. Donc voilà, ce travail de ciblage. Et puis la mise en place d'un suivi. Et là, je reviens sur les aspects de prévention, de formation. Donc, ciblage de la formation sur les bons conducteurs et formation et un suivi mensuel sur non pas seulement uniquement sur la sinistralité, ce que fait habituellement le courtier, mais là, cette fois-ci, sur la réalité de la pratique de conduite de chacun des chauffeurs. Voilà. Et comme la baisse de prime n'a pas été anticipée a priori, mais a plutôt été restituée un petit peu après, cette expérience a été bien meilleure. Merci, merci. Édouard, d'autres expériences qui peuvent illustrer l'intérêt? Oui, tout à fait. Alors, on a aussi un cas d'usage côté chauffeur professionnel, donc les VTC à Paris. Sur une techno smartphone, hein, l'idée c'est de collecter les trajets, les analyser, apporter un scoring a posteriori au conducteur avec des insights sur la dynamique de la conduite, sur l'éco-conduite, la distraction, etc. Et autour de cette techno, il y a une prime d'assurance qui a été définie, un Pay How You Drive au final, basé sur ces scores remontés par notre application. Donc c'est un système app plus tag, donc avec une petite pastille qu'on met dans la boîte à gants. Et les conclusions sont plutôt prometteuses, sont plutôt bonnes en fait, après une année d'exercice. Donc c'est un petit volume aujourd'hui de conducteurs et d'assurés. Mais les conducteurs peuvent prétendre jusqu'à 30% de réduction de manière trimestrielle. La prime est revue de manière trimestrielle en fonction des scores de conduite. Et l'assureur, au bilan de cette première phase, a un portefeuille qui est profitable. Et je rejoins ce que disait Vincent. Donc c'est une solution qui ne rajoute pas finalement de distraction ou de charge mentale au conducteur pendant sa pratique. La proposition de valeur est basée sur le pricing 100%. Effectivement, il n'y a pas tellement de prévention plus que ça qui est faite en dehors du pricing. Et pour l'instant, ça se comporte plutôt bien. Donc ça, c'était pour réagir effectivement sur la partie chauffeur. On a d'autres projets avec des assureurs en France, mais également à l'étranger. Pas que en Europe, aussi au Moyen-Orient par exemple, ou donc sur du particulier. Donc là, on est sur des solutions prévention axées sur la récompense régulière. Régulièrement, des challenges de conduite sont organisés avec une restitution sur les scores, des classements anonymisés et des incitations en disant bon, bah voilà, cher client, vous avez la possibilité de vous améliorer en faisant telle pratique, vous pourrez gagner des places dans le classement et gagner un smartphone, une place de concert, voilà, toutes sortes de récompenses. Et ce qu'on voit, c'est qu'au gré des challenges et des résultats, il y a une vraie adhésion, les personnes s'améliorent en fait. Donc il y a un phénomène de j'ai un bon score pendant les phases de challenge, mon score rediminue une fois le challenge terminé, mais il revient à un niveau qui était quand même meilleur qu'en amont de ce challenge. Et donc au gré des challenges dans l'année, on voit que les moyennes générales des scores progressent finalement.
Et on n'a pas encore fait l'exercice de comparer ça aux résultats de sinistralité de l'assureur, mais c'est des choses qui vont arriver, et donc on pourra affirmer ça, je pense, dans un futur proche. Et on a un autre cas également au Danemark, par exemple, où ce travail a été réalisé et où la sinistralité, donc même approche, hein, récompense, prévention, avec des incentives, avec une fréquence assez élevée, et des résultats sur la réduction des sinistres. Et on va passer en phase de montée en volume avec cet assureur sur ce marché. Donc toujours une dimension marché qui est importante aussi. Merci, merci. Miss Fabienne, why do we need rules and why do we need specific rules probably for different sectors? That would be the first part of my question. The second part, how do those rules should look like? Yeah, so at Insurance Europe, we've been lobbying hard to get vehicle manufacturers to give us the direct access to data. Key question is obviously, do we need that or do we leave it to the market when clearly solutions are being developed? But like I mentioned, insurers could do so much more on the basis of direct access to data. And we see two very important reasons for that. The first is driver empowerment, and the second is to ensure a real level playing field, because at the moment we observe that the vehicle manufacturers really act as the gatekeepers to the data. They don't only design the vehicle architecture, but they are increasingly also developing the vehicle technology, and that is putting them at a disproportionate advantage compared to insurers, but also to other third-party service providers, car repairers, tire producers, and basically all the aftermarket stakeholders, for which the stakes are potentially even higher. And what we therefore also see is that the driver, the consumer, doesn't have the power to decide what happens to the data that their car generates. They don't decide with whom to share the data or for what purpose, because that's all in the hands of the car manufacturers. And this reflects a real systemic, structural competition issue that cannot be addressed by general competition law or even the Data Act that the European institutions are currently negotiating, that will only focus on data sharing provisions, and the contractual agreement arrangement provided for are too generic. While the automotive sector is a very complex, very specific sector, so it will be important that we can address these issues directly. And as to your second question, what the rules should look like, this is obviously a very important question. And in fact, the car manufacturers, when we engage with them, they always say, ooh la la, a smartphone, a connected car is not a smartphone on wheels, but that's exactly the issue. So we see three key technical requirements to ensure that the legislative framework would facilitate all the use cases that we've heard about over the course of the conference. So first, insurers would need non-discriminatory, direct, independent and non-monitored access to the data generated by the vehicle, so they would not have to, so that insurers would not have to go through the service of the vehicle manufacturer. And this obviously should be on the basis of fair, transparent, and contracts and appropriate fees. Secondly, it should be possible to directly communicate, for insurers to directly communicate with the driver through the dashboard, the human-machine interface, or through voice commands. Also circumventing the vehicle manufacturer. Thirdly, it's very important, and that's potentially the most important point, is that vehicle manufacturers should somehow be, they should be obligated to be transparent about the data their cars generate, so that insurers are able to offer multi-brand services on the basis of the data that is actually generated by the car. So we need vehicle manufacturers to be transparent about that so that we can develop a set of standardized data points and functions. Finally, and that's also a very important concern stressed to us by vehicle manufacturers, cybersecurity.
Obviously, cybersecurity is a key concern, and it would imply that only authorized actors have access to the data. And currently, the vehicle manufacturers would have the same problem. So it's a no-brainer, but a very important one. And the idea is that all these 4 points are tailored specifically to the automotive sector. Thank you. Thank you so much, and thank you for being with us, because I know you have to catch a flight and you have a departure at 12:30. We're in time, but you can leave anytime you want. I will. We still have 5 minutes left. Thank you. Alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce marché, messieurs? Edouard, si vous voulez bien. Et thank you very much. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Je pense que... And thank you again for being with us till the last minute. Voilà, comment vous voyez l'évolution de ce marché? Quel est l'avenir? Dans les 5 minutes qu'il nous reste, si on peut répartir le temps de parole, ce serait bien. Je vous en prie, Edouard. Je ne sais pas si je peux donner l'avenir, mais en tout cas, le point de vue qu'on a, c'est que effectivement, on voit que tout ce qui est boîtier OBD, black box installé, c'est quand même assez complexe à opérer. Ça a été rappelé dans le keynote précédent. Il y a une problématique de logistique, de prix. Donc on pense que petit à petit, ce genre de technologie va pas forcément se déployer plus que ça. Le smartphone, je prêche un peu pour ma paroisse, entre guillemets, évidemment. Donc c'est une solution qui est disponible aujourd'hui, qui facilite les échanges entre l'assureur et son assuré au travers du digital. Tout est cristallisé dans un seul et même device qui est le smartphone, et l'interaction se fait au travers de l'écran. Et donc dans les nouveaux canaux d'acquisition et de fidélisation digitaux, c'est quand même assez intéressant d'avoir cet échange temps réel avec son assuré. C'est aussi un device qui permet de clairement mesurer la distraction. Donc l'utilisation, tout le monde a un smartphone, tout le monde l'utilise dans tout. Je ne sais pas quels sont les chiffres d'utilisation du téléphone pendant la journée, mais c'est assez impressionnant. Donc même au volant, et donc quoi de mieux que ce propre instrument-là pour combattre son propre usage finalement. Et donc les véhicules connectés, on pense qu'il y a une complémentarité. Donc c'est pas encore... on s'y intéresse, nous chez DriveQuant, aux technologies véhicules connectés, savoir comment est-ce qu'on pourrait associer les deux technos. Aujourd'hui, voilà, on le voit, c'est pas encore standardisé d'un véhicule à un autre, d'une marque à une autre. Il n'y a pas de standard, les données sont encore très chères, donc probablement ça va se déployer davantage, mais on a encore un peu de temps, et nous ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a quand même beaucoup de programmes télématiques avec l'existant téléphone qui se développe sur tous les marchés. Et voilà, les véhicules, peut-être ça prend encore un petit peu plus de temps. Et vous êtes présent parmi les exposants au cas où d'autres personnes dans l'audience souhaiteraient avoir plus d'informations? Tout à fait, donc j'ai la chance, et je remercie la Fédération pour l'organisation qui est vraiment excellente, donc d'avoir mis à ma disposition. Most welcome. Voilà. Most welcome. Vincent, l'avenir? Je dirais que côté assureur, on ne peut pas ne pas se poser la question. C'est-à-dire que c'est une évidence que chaque assureur doit s'interroger sur l'opportunité qui lui est offerte de positionner tout ou partie de ces technologies dans les véhicules de ses assurés. Donc immédiatement se pose la question de quelle est ma population assurée, quel service est le plus attendu, est-ce que c'est acceptable pour eux, est-ce que c'est considéré comme intrusif, quel service je veux leur offrir avec tout ça. Il y a un autre élément qui est pour moi aussi un marqueur important, c'est la maturité des solutions qui sont proposées. Il y a eu beaucoup d'expérimentations différentes, beaucoup de constructeurs ont essayé de produire leur propre boîtier. On tend vers des espèces de normalisation aujourd'hui, y compris dans nos véhicules. Et évidemment, comme tout le monde l'a dit, la question de la donnée sera cruciale. Mais je rappelle toujours à cet effet que Kodak a été précurseur dans l'industrie de l'appareil photo numérique, puisqu'en 1975, ils avaient déjà un prototype qui fonctionnait. Et en fait, ils ont considéré que cette technologie n'était pas mature à ce moment-là.
Ils ne l'ont pas relancé dans les années 2000. Et finalement, c'est assez paradoxal que de voir que la technologie que Kodak avait mis au point a tué Kodak. Kodak n'a pas cru après à cette idée-là. Donc il y a vraiment aussi une question de timing et d'investissement. À quel moment l'assureur doit se positionner et dire réglementairement les questions sont réglées, la technologie est mature, elle est acceptée par tous, ma population en a besoin pour délivrer tel service, doit constituer un ensemble de critères qui doit permettre de dire j'y vais pas. Et cette question, ça vaut le coup de se la poser à chaque instant, chaque année, à chaque nouvelle techno, à chaque rupture de techno. Après, il y a un autre avantage pour un assureur qui voudrait pénétrer un marché. Pénétrer un marché avec une rupture technologique, c'est quelque part s'afficher avec une différenciation immédiate, une reconnaissance immédiate et potentiellement un gain immédiat. Voilà, donc c'est répondre à ces questions pour un assureur qui lui permet de dire j'y vais ou j'y vais pas. Vous allez avoir le mot de la fin, cher monsieur. J'ai démarré, je termine. Merci. Pour moi, effectivement, je pense qu'on est dans une phase de recherche encore sur ces sujets. Il y a une dimension service à développer sans doute considérablement et que je ne domine pas complètement. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Et puis, sur les aspects purement de sinistralité et de prix, le sujet, il n'est sans doute pas d'optimiser et donc d'avoir des gains marginaux, mais de trouver le moyen d'avoir des gains très significatifs. Sinon, sur cet aspect purement de sinistre et de prix, la nouvelle technologie n'apporte pas. Voilà. Il faut des gains, viser des gains significatifs, c'est moins 20, moins 30% des sinistres, et à ce moment-là, le reste pourra bouger. Merci beaucoup. En votre nom, je tiens à remercier nos panélistes et je vous demande de les applaudir, mesdames et messieurs. Cela met fin Merci à vous. À notre table. Merci beaucoup. Merci pour vos précieuses contributions.